En manchette aujourd'hui, 40 mois de pénitencier pour avoir violemment secoué un bébé et décès d'un travailleur forestier à La Corne. La CNESST dévoile son rapport. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. 40 mois de pénitencier, c'est la peine qui a été imposée à Aurélie Bérubé, cette ex-responsable de service de garde qui a secoué violemment un bébé à 2 reprises en 2019 à Amos. La décision a été rendue ce matin par la juge Marie-Claude Bélanger de la Cour du Québec. Les gestes commis par Mme Bérubé avaient d'ailleurs laissé d'importantes lésions au poupon, qui était alors âgé de 5 mois. Elle avait d'ailleurs plaidé coupable en janvier 2024 à des accusations de voies de fait et de voies de fait graves. Et la juge au dossier s'était déjà prononcée l'automne dernier pour de la détention. On revient maintenant sur un accident de travail mortel qui a eu lieu en mai dernier à La Corne, au sud d'Amos. Et Alexandre, l'enquête de la CNESST a été rendue publique ce matin et c'est l'entrepreneur qui est en faute. Oui, dans cette affaire où un représentant de l'entreprise Opération forestière Air Ménard a été fauché par une pièce d'équipement. La CNESST a d'ailleurs fourni une reconstitution animée des événements, on peut le voir à l'écran. Selon une enquête, lors de l'opération de réinstallation d'une cabine d'une abatteuse, un boulon qui soutenait la cabine suspendue s'est rompu et l'engin a chuté sur la victime. Vous le voyez à l'écran, le boulon qui se rompt et qui chute. Mauvaise méthode de levage, manque de formation, une méthode de travail improvisée. Bref, l'enquête n'est pas tendre avec l'entrepreneur. Les enquêteurs de la CNESST assurent que ce genre d'enquête d'envergure est destiné à s'assurer que ce genre d'accident ne se reproduise pas. Je vous laisse écouter l'enquêteur au dossier. Une méthode de travail qui a été improvisée et non conforme qui a été utilisée pour remettre en place la cabine de la batteuse. Quand on arrive à des conclusions, c'est des faits qu'on a constatés dans la situation, c'est les éléments de l'enquête qui nous ont amenés vers ces causes-là. Ça peut donner l'impression mais c'est jamais ça l'objectif. L'objectif, c'est de trouver les causes pour éviter qu'un événement comme ça ne puisse se reproduire. La CNESST se laisse maintenant jusqu'au mois de mai pour décider d'émettre un constat d'infraction ou pas à l'entrepreneur. Opération Air Ménard demeure à l'étude pour le moment dans cette affaire, je le rappelle, d'accident mortel survenu le 29 mai dernier. Reportage complet au TVA 18h. Parfait, merci Alexandre. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, avez-vous déjà été témoin d'un accident de travail? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et la formation dans l'industrie minière du diamant est maintenant bonifiée dans la région puisque le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or, Eldorado Gold de Québec et Forage Rouillé créent un nouveau site d'apprentissage de forage au diamant en surface. C'est un partenariat d'une durée de 2 ans. Le nouvel espace de formation est localisé sur l'ancien site de la mine du lac Herbin, situé à 10 km de la ville de Val-d'Or. Et ce sont les élèves inscrits au programme de forage au diamant du CFP de Val-d'Or qui pourront s'entraîner sur le site durant la partie pratique de leur formation. Et du côté du Témiscamingue, maintenant, l'une des 2 futures centrales hydroélectriques du projet Onimiki évitera finalement le parc national d'Opémican. Le promoteur du projet a décidé d'apporter des modifications pour favoriser son acceptation auprès de son milieu d'accueil. Il faut quand même rappeler que des préoccupations avaient été soulevées à ce sujet lors de rencontres d'information et d'échanges. Une autre centrale située à Témiscamingue est aussi incluse dans le projet. Une nouvelle série de rencontres publiques est prévue à partir du mois de mars et une étude d'impact sera déposée à l'automne prochain. Quand on débute un projet comme ça, c'est toujours dans l'optique le plus droit possible, et ensuite en question d'économie. Et écoute, la réflexion qu'on avait au départ, et je pense que c'est même pas encore clair, l'histoire de passer dans la terre du parc, il n'aura pas été visible, quoi que ce soit. On se le questionnait. Mais écoute,
suite à des réflexions, si c'est quelque chose qui est capable, qu'on était capable de faire à des coûts peut-être qui n'engendrent pas des sommes sérieuses, mais je pense que c'est à l'avantage de tout le monde de justement éviter. Et en santé, la pétition pour la réfection de l'hôpital d'Amos progresse avec son objectif de 20 000 signatures. Maintenant rendu à plus de 15 000 signataires, le comité en charge du dossier compte maintenir la pression. Les détails avec Félix Blaquière. Lancée depuis l'automne dernier, la pétition pour presser le gouvernement québécois à entamer les travaux à l'hôpital d'Amos, annoncée depuis 2019 par le CISAT, est maintenant rendue à 15 500 signatures. Le groupe à l'origine de la pétition voit deux objectifs dans le geste. D'abord, permettre aux citoyens de la région d'exprimer leurs droits au maintien des services de santé en région. Le deuxième, démontrer au ministre Christian Dubé que la solidarité est un élément important de la région et que la région désire vraiment maintenir ses spécialités ici. Le comité croit que si rien n'est fait, il y a un risque réel de l'appauvrissement des services offerts à l'hôpital. Nous, on estime que dans les 5 prochaines années, entre 5 et 8 prochaines années, la plupart des spécialistes en poste auront pris leur retraite. Mais il faut nécessairement faire du recrutement pour obtenir des professionnels de même qualité et de même calibre. Et la construction d'hôpital prend entre 3 et 5 ans. Et les spécialistes en place, s'ils sont à la retraite dans 5 ans, comment on va faire pour faire du recrutement si on n'est pas en mesure de leur offrir un endroit de travail intéressant? Les instigateurs de l'initiative appellent maintenant l'ensemble de la région à apposer leur signature à la pétition. On a peut-être 15-16 000 signatures à date. L'Abitibi, il y a au moins 150 000 de population. Je trouve que nos citoyens devraient faire l'effort d'aller ajouter leur signature à cette pétition-là. Parce qu'on travaille présentement sur un dossier régional. Alors, si les services ne sont plus disponibles ici à Amos, la population va devoir se déplacer dans le sud pour obtenir des services spécialisés. La classe politique régionale soutient déjà le projet. Comme la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, elle déclare d'ailleurs par communiqué que le projet est important pour la région et qu'elle va continuer de porter l'enjeu lors de prochaines sessions parlementaires. Félix Blaquière, pour RNC Nouvelles. Et on se tourne maintenant vers l'industrie forestière régionale. La direction de chantier Chibougamau est de passage cette semaine pour visiter les installations de ces deux nouvelles usines de Matagami et de Val-d'Or. Est-ce que l'année 2025 sera porteuse d'espoir pour l'industrie forestière? Alexandre Cabana s'est penché sur la question. Il y a un besoin d'expliquer aux gens, bien, voilà là où on se trouve aujourd'hui, voilà la lecture qu'on fait de la situation et à quoi on peut s'attendre pour les prochains jours, prochaines semaines. Frédéric Véraud, vice-président aux affaires corporatives de Chantier Chibougamau, est en tournée pour rencontrer les employés de ces nouvelles usines. Les 3 scieries sont toutefois pour le moment à l'arrêt. Du lot, l'usine de Matagami aurait, semble-t-il, toutes les chances d'être relancée rapidement. La situation, elle est plurielle. À Matagami, il y a des lumières vertes qui s'allument dans la mesure où la fabrication, elle est surtout destinée à être transformée en produit de structure au Canada, donc sans avoir la menace de taxes de la nouvelle administration à Washington avec le président Trump assermenté la semaine prochaine. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup moins de risques à Matagami, d'une part. Et bonne nouvelle pour le Témiscamingue, l'usine de Béarn a repris complètement ses activités après plusieurs mois difficiles en 2024. On parlait d'un retour potentiel au printemps 2025. Les équipes ont repris les activités hier matin. Tout le monde était de retour au travail à Béarn avec assez de bois pour produire pour tous les employés en activité régulière jusqu'au printemps au moins. On a les inventaires pour le faire. Donc, on a vraiment un horizon de stabilité pour les prochains mois à Béarn. De son côté, le Conseil de l'industrie forestière du Québec voit d'un bon œil l'implication d'un grand joueur comme Chantier Chibougamau dans la région. Je pense que de voir un joueur qui est intégré de la sorte, qui achète des voisins, je pense qu'il faut le voir comme une très bonne nouvelle, puis que les fondamentaux du marché à long terme sont très favorables. Le meilleur serait-il donc à venir pour l'industrie forestière? Les entreprises investissent en fonction de l'avenir, pas du présent ni du passé. Elles investissent en fonction de l'avenir. Quand on regarde l'avenir, on voit qu'il y a un déficit de maisons, un déficit de logements au Québec, au Canada
aux États-Unis. Il y a des usines aussi qui se construisent. Ça arrive aussi, on le voit. Donc, je pense c'est une industrie qui est cyclique. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, devrait déposer dans les prochains jours le très attendu nouveau régime forestier. Une importante mise à jour qui, selon la ministre, générera un meilleur environnement d'affaires pour l'industrie forestière des régions. À suivre. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue dévoile l'affiche officielle de sa 21e édition. Vous la voyez présentement à l'écran. C'est l'artiste régionale Ariane Ouellette qui est derrière la création. Et selon elle, la musique est comme une matière qui se déploie dans l'espace. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré son affiche. On rappelle que le Festival des guitares du monde s'amène à la fin du mois de mai prochain. Pour une deuxième semaine consécutive, l'attaquant Rémi Gélina des Huskies de Rouyn-Noranda se taille une place parmi l'équipe de la semaine dans la LHJMQ. Le nouveau joueur de la Meurthe impressionne depuis son arrivée, lui qui a inscrit 5 buts en 3 matchs la semaine dernière. L'ailier de 19 ans en est à ses premiers pas dans la LHJMQ et cumule un total de 18 points en 10 matchs depuis son arrivée en décembre dernier. À la météo, on pourrait voir quelques percées de soleil ici et là en Abitibi, maximum de moins 11 degrés. Et ce sera plus froid cet après-midi avec un refroidissement éolien moins 20. Pour le Témiscamingue, ce sera principalement des nuages, maximum de moins 10 et de moins 20 degrés plus tard dans la journée. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours sous les nuages, minimum de moins 15 pour l'Abitibi et de moins 14 pour le Témiscamingue. On peut s'attendre à un petit 40 de probabilité de neige aussi au cours de la nuit. Je termine avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue qui dévoile sa nouvelle image de marque cet après-midi. On vous présente le tout au bulletin de ce soir. On se retrouve plus tard. Bonne journée sur nos ondes.